Tu veux Ouais, je vais commencer qu'on... avec Ouais. l'intro. En fait, c'est toujours bien d'avoir une section, tu sais, pour commencer un peu naturellement. Quand Mhm. ça commence dans une conversation, c'est plus facile pour l'auditeur de commencer. Donc voilà, je vais introduire le podcast. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de The French of the World. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume qui nous vient de Suisse. C'est la première personne de Suisse que j'interviewe, donc je suis vraiment content. J'ai plein de questions à te poser, Guillaume, par rapport à la culture suisse, tout ça, parce que c'est un peu énigmatique pour moi. Je connais pas trop de Suisse. Je sais que vous parlez français. Vous avez 4 langues, c'est ça? Mhm. C'est ça. De 4 langues officielles, mais je sais que je connais un peu les villes en Suisse, mais j'y suis jamais allé, tout ça, donc j'ai plein de questions sur la culture. Je rappelle rapidement un peu le principe du podcast. C'est un podcast pour les gens qui veulent apprendre le français, qui sont en train d'apprendre le français, qui en ont pas assez avec les podcasts traditionnels où c'est un peu trop lent et pas naturel, qui veulent s'intéresser à la magnifique culture francophone, parce que le français est parlé dans plein d'endroits dans le monde, et qui veulent aussi passer un bon temps devant un podcast. Donc merci Guillaume d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te Benjamin. présenter rapidement et dire voilà donc d'où tu viens, comment tu considères ton accent aussi, si tu as d'autres langues que tu parles, ça m'intéresse, voilà ton background comme on dirait en anglais. Ouais. Ok, merci en tout cas de m'avoir invité, hein. Donc moi je m'appelle Guillaume, je suis basé à Genève et ma spécialité ça va être le conseil en voyage. Et Mhm. au niveau des langues, tu disais qu'en Suisse Ouais. on a quatre langues nationales. En fait c'est pas non, tu disais quatre langues officielles et c'est pas tout à Ouais. fait vrai, c'est quatre langues Ah, nationales mais que d'accord. trois langues officielles. Ok. Donc, là, il y a une petite subtilité, c'est que en français, en Suisse, tu as à peu près 70, comme on dit en Suisse, Ouais, ou 70. 70%, hein. C'est 60-70% de la population qui parle allemand. Ok. Ensuite, à peu près 30% qui va parler français. D'accord. 10% qui parlent italien, c'est la partie Oui. vers le sud, très proche de l'Italie. Mhm. Et puis ensuite, il y a encore une petite région dans l'est du pays qui s'appelle les Grisons, là où ils Mhm. parlent le romanche. Et donc le romanche, c'est Ah, une langue nationale, mais pas officielle, mais pas une langue d'accord. officielle. C'est-à-dire, alors la spécificité, elle se fait que la, la langue nationale, donc si je te montre mes papiers d'identité, par exemple, dessus, ça sera indiqué en français, en allemand, en italien, en romanche et en anglais. D'accord. Donc c'est Ah marqué ouais. passeport suisse. Voilà. Ok. Par contre, tous les documents officiels doivent être, tous les documents d'état étatiques vont être traduits en tout cas dans trois langues, le Mhm. français, l'allemand et l'italien, mais pas obligatoirement romanche. D'accord. C'est la petite spécificité. Et est-ce que le romanche, tu en sais un peu plus sur cette langue? Parce que c'est la première fois que j'entends le mot romanche. Je savais qu'il y en Alors avait une quatrième, mais... ouais. Alors, le romanche, en fait, plus spécifiquement, s'appelle plutôt le rhéto-romanche. C'est une langue qui, à peu de choses près, un mix entre l'allemand et l'italien. Et d'ailleurs, si tu regardes sur Waouh. la carte, c'est l'est du pays. Tu Mhm. es en fait à mi-chemin entre la zone germanophone et la D'accord. zone italophone. Ok. Donc, Est-ce que c'est proche du Liechtenstein? c'est assez Ou... proche du Liechtenstein, Ok, ouais, cool. exactement. Ok. Ah bah merci pour toutes ces informations. Bon, comme je disais, en fait, c'est assez énigmatique pour moi la Suisse parce que j'y suis jamais allé et Mhm, je connais pas de Suisse. Et j'ai entendu quelques clichés sur la culture suisse, tout ça. Mais en fait, dans ma tête, comme vous parlez à peu près avec le même accent que nous, j'ai du mhm. mal à discerner un peu ce qu'est la culture suisse. Donc, est-ce que pour toi, il y a des différences entre les gens, les francophones de Suisse et les francophones de France dans la manière de se comporter, la manière de... Bon, après, quand vous dites les nombres, vous avez 70 et pas 70, 80 et 90. Mais ça, c'est les Belges aussi, je sais. Alors, Mais en c'est fait, pas une grosse et encore une fois, différence. c'est que ça dépend. Ah, ok, allez. Ça dépend parce que la Suisse est séparée en régions qui s'appellent des cantons. Ouais. Et typiquement ici à Genève, on dit 80. Ah, ok. Et tu vas dans le canton de Vaud, qui est à peu de choses près à 15 kilomètres d'ici. Donc tu vas à Mhm. Lausanne, Ouais. Lausanne 60 kilomètres d'ici, ils vont dire 80.
Ah, oui, ah, c'est pas autante, c'est huitante. Alors, Ah, donc il y en a le plusieurs aussi. octante, c'est encore, ça va être plutôt, enfin, ça dépend, c'est plutôt dans le Valais ou dans d'autres Mhm. régions encore. Donc, même sur ces points-là, on n'arrive pas à se mettre d'accord, D'accord, ok, même bah, déjà au niveau super du intéressant. pays. Et Et donc, du tu coup, parles, Enfin, tu as non, quelque non, chose à tu dire. parlais des différentes langues aussi Ouais, qu'on a en Suisse, qui est assez marrant justement, c'est qu'on a ces quatre langues qu'on parle. Par contre, pour se comprendre d'une région à l'autre, souvent on utilise l'anglais. ouais, ouais, Parce ça m'étonne que pas. on a des trucs assez rigolos, c'est qu'à l'école, on apprend, enfin en tout cas à Genève, à l'école, tu apprends l'anglais et l'allemand, Mhm. mais l'allemand, ce qu'on appelle le Hochdeutsch, le bon allemand. Donc, c'est même pas Et l'allemand qui ensuite, serait parlé en Suisse, quoi. Ah, ok. exactement. Et c'est pas le suisse allemand qui est parlé en Suisse. Donc ensuite, tu arrives en Suisse alémanique, tu arrives à Zurich, tu essaies de parler en bon allemand. Puis au final, ils préfèrent te répondre soit en français, soit en anglais, Ah ouais, ok. plutôt que de parler en bon allemand. Par contre, si tu arrives et que tu parles en suisse allemand, là la relation devient un peu aussi différente. C'est assez Ok. rigolo. Et, ouais, du coup, c'est assez bizarre pour moi en étant français parce que je peux parler à n'importe qui en France. Donc j'ai Mhm, du mal à m'imaginer ce que c'est d'être dans le même pays. Bon, après, maintenant, je suis au Canada, donc je connais il y a plusieurs langues au Canada. Il y a le français et l'anglais. Donc mhm. j'arrive un peu mieux à comprendre. Mais je trouve que ici, il y a plus, il y a vraiment une séparation entre les Canadiens francophones et les Canadiens anglophones. C'est-à-dire que ils se mélangent pas tellement. Est-ce que tu penses que c'est à peu près pareil en Suisse? C'est la même expérience que tu Complètement. as? Ouais. On a un concept enfin, il y a un mot qui est en allemand, qui est le Röstigraben, qui veut dire la frontière de Rösti ou la barrière de Rösti. Donc c'est à la frontière linguistique, à l'endroit entre l'endroit où tu parles français et l'endroit où on parle allemand. Alors il y a une petite zone où la plupart des gens parlent les deux langues, Mhm. mais cette séparation, elle, elle se voit, mais pas qu'au niveau linguistique, mais elle se voit aussi au niveau de toute la partie politique. D'accord. Entre autres, où tu vois quand il y a des élections, des votations, parce qu'en plus, bon, c'est vrai qu'en Suisse, on a une spécificité au niveau Explique-nous parce que même ça, je connais pas trop. de scrutin direct, mais quand tu vas, enfin, en gros, entre 3 à 6 fois par année, on doit voter pour l'équivalent en France de référendums, ce genre de Mhm. choses. Donc, D'accord. ouais, 4 à 6 fois par an, tu vas avoir entre 3 et 10, 12 questions pour influencer les différents changements de loi ou d'autorisation Mhm. et autres, à Ok. différents niveaux, que ce soit au niveau communal, ou au niveau du canton, ou au niveau fédéral, donc au niveau du pays. Et à cette frontière, quand tu vois les résultats, quand tu vois la façon de penser, tu as vraiment, et sur la partie linguistique, et sur la partie voilà, politique, Mhm. une frontière où, en gros, d'un côté, on vote oui, de l'autre côté, on vote non, à peu de choses près. D'accord. Malgré tout ça, et c'est ça qui est assez marrant, on arrive quand même à se comprendre, à peu près. Ok. Ouais, parce que vous êtes un pays où vous n'avez pas envie de vous séparer en fait. Ouais. Vous êtes une force ensemble. La Suisse, c'est quand même une grande puissance. Vous avez Mhm. une économie qui est vachement forte. C'est ça un peu le cliché qu'on a en France. C'est que vous en Suisse, ça marche bien. C'est on est aussi le cliché que vous faites des montres et que vous êtes très très à la pointe dans certains domaines. Il y a à Berne, il y a le Super Collider. Attends, en français, ça se dit comment? Vous êtes très à la pointe dans plein de domaines. Vous êtes une société qui Mhm. avance vite et qui est très droite, un peu comme la société allemande. Ça, c'est vraiment la vision qu'on a de la Suisse. Et c'est assez impressionnant que vous restiez avec autant de peuples en fait différents. Parce que du coup, Mhm. chaque peuple a une histoire différente. J'imagine chaque canton vient d'un endroit différent. Et la Suisse s'est rassemblée, mais ça s'est passé comment? Est-ce que tu sais à peu près pourquoi c'est Bah arrivé comme alors, ça? disons, à la base, c'était oula, Mais mes cours tu sais pas, d'histoire. c'est pas très grave. Non, mais c'était dans les 1291 ou 1291.
Donc c'est très vieux. où plusieurs villages ou plusieurs représentants de villages on dit mais tiens on aimerait bien se mettre ensemble pour se protéger Mhm. d'un envahisseur. Et à partir de là, ils ont créé la Suisse et ça c'était dans la Suisse centrale. Et puis après, au fur et à mesure, différents autres cantons se sont rajoutés Mhm. euh, pour faire le pays tel qu'il est aujourd'hui. Ok, donc c'est vraiment une puissance qui est stable en fait. C'est ça un peu que C'est nous une puissance ouais. qui est stable, oui. On a après des choses qui sont qui sont très particulières. Effectivement, vu de l'extérieur, comme tu disais, ça paraît un Ouais. pays qui est une grande puissance, enfin qui est une puissance après grande, petite ou pas ou autre, mais qui effectivement qui est stable, qui va pouvoir amener un certain nombre qui va pouvoir euh, Mhm. enfin, où les habitants vont avoir une certaine organisation, tu Ouais. disais, Mhm. autre, La rigueur. une certaine rigueur, mais ce qui est intéressant, c'est voilà, ces différences qu'on a au niveau de chaque région qui fait aussi notre force. Mhm. Et après, ben, enfin, si on reste encore sur la partie politique qui est assez rigolote, c'est vrai que ben, voilà, tu prends l'exemple en France, une grosse partie du pouvoir est à Paris. Et Mhm. donc, en gros, toutes les décisions sont remontées à Paris. Ouais, c'est le Euh, centre. en, en Suisse, chaque région a énormément de marge de manœuvre au niveau des décisions politiques, au niveau du fonctionnement, au niveau de comment ils s'organisent. Donc, typiquement, entre ici et Lausanne, qui est à 60 km, ne serait-ce que les questions fiscales, c'est pas les mêmes. Je Mhm. vais pas payer les mêmes types d'impôts que si je suis ici ou 60 km plus loin. Ou si je vais ensuite en Suisse alémanique, D'accord. en fonction de ce que, de ce que je fais. Ok, ouais, C'est assez étonnant et donc c'est c'est assez vrai. tout séparé. Avec un autre truc qui est très rigolo, c'est que en Suisse, on a un président, mais le président ou la présidente est élu pendant un an Qu'un an? que un an, parce qu'en fait, c'est uniquement un poste honorifique. C'est un poste honorifique dans le sens Ah, où c'est ok, un je poste vois. qui est utile surtout au niveau international pour avoir une personne de référence. Mais le gouvernement, le Conseil fédéral, au final, Mhm. c'est 7 personnes qui sont élues pour 5 ans Ok. et qui doivent, et en gros, et qui ont chacun un certain nombre de ministères ou Responsabilité? d'organisations. Mais en fait, derrière, surtout, c'est qu'ils vont trouver des moyens de se mettre d'accord. Et c'est D'accord. vrai que c'est un peu le côté qui est assez étonnant qu'on a en Suisse comparé à la France. Mhm. C'est ce côté très, enfin, où on va chercher à, ouais, à chercher des compromis, chercher des Mhm. moyens de continuer, de mettre d'accord toutes ces personnes qui n'ont peut-être pas tous Et ça se les mêmes retrouve, façons d'agir. j'imagine, dans votre culture, la manière dont vous comportez en public, tout ça, j'imagine que ça doit avoir un impact. Euh, ouais, merci pour tous ces détails sur la Suisse. En fait, je me rends compte que je savais rien. En fait, moi, ce que je Mmh. savais, c'est que la Suisse était neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est ce qu'on m'a Ouais. appris à l'école et il n'y a jamais eu trop de chapitres dédiés à la Suisse en géographie ou en histoire. Merci pour avoir partagé tout ça. Maintenant, Ouais, de j'aimerais rien. un peu te poser certaines questions par rapport à ton activité, ce que tu fais. Tu m'as dit que tu es un sorte d'entrepreneur, mais dans le voyage. Est-ce que Mmh. c'est un titre qui te correspond, c'est ça, à Ouais, peu ouais, près? ouais, ouais. Et donc, Ça, j'ai vu que tu as créé Miles Addict, et mhm. j'aurais quelques questions par rapport à ça, parce que c'est moi qui adore voyager, ça m'a vraiment impressionné tout ça. Et j'aimerais savoir où est-ce que tu as commencé pour faire ça. C'est venu d'où cette idée en fait? Qu'est-ce qui a inspiré tout ça? Et d'ailleurs, Alors, d'abord, attends, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est en quelques mots? Désolé, j'ai oublié de ouais, dire. ouais, tout à fait. Alors, t'as du temps là ou, ou Ouais, tu ouais, veux la j'ai du version temps. courte? Non, non, vas-y. Tu as autant de temps que tu veux. Ok, non. Alors, bon, alors, à la base, j'ai toujours eu une passion pour le voyage. Ouais. Et j'essaie toujours de trouver des moyens voilà, de découvrir le monde. Et on parlait de la partie, enfin,
de la culture suisse. Et c'est vrai que ce côté c'est très rangé, très organisé. Je me suis jamais vraiment senti complètement dedans. D'accord. Et j'ai toujours adoré voyager et découvrir le monde et comprendre, voilà, pour voir les autres cultures, pour pouvoir comparer, pour pouvoir essayer de, de- d'apprendre d'ailleurs, me rendre compte qu'au final, où qu'on aille dans le monde, la plupart des gens ils cherchent la même chose, à savoir C'est vrai. vivre une C'est bonne vrai. vie. Alors, et après, chacun, en fonction de sa culture, en fonction des différentes autres choses, va définir la bonne vie ou autre Mhm. de, à sa manière. Mais après, tu retrouves des, comment dire, des, des similitudes et des choses Des qui fois, sont vraiment les c'est mêmes. assez surprenant quand on retrouve des aspects de notre culture dans des cultures qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir. Et en Mhm. fait, j'ai eu aussi l'expérience de voir, ah, mais les gens, ils vivent un peu pareil, en fait, là-bas. Enfin, c'est pas qu'ils vivent pareil, c'est que t'as raison, ils cherchent les mêmes choses, en fait. Des fois, Mhm. on a des mythes sur des pays, on s'imagine des choses, et c'est que quand on y va qu'on se rend compte. Mais voilà, je te rejoins complètement Ouais. sur ça. Donc, tu as commencé à voyager jeune avec ta famille, ou est-ce que c'est quand tu as pris ton indépendance que tu as commencé à voyager? Non, non, j'ai commencé assez jeune. Alors, mes parents étaient pas trop voyageurs, mais ma grand-mère beaucoup, et donc c'est aussi avec elle que j'ai pu découvrir un certain nombre de pays. Et puis après, après j'ai commencé aussi à voyager un peu plus par moi-même après. Mhm. Et puis après mes études, donc à la base j'ai une formation d'ingénieur en système de communication. Et après mes études, j'ai travaillé pour une grosse société américaine, General Electric, Mhm. et j'étais responsable d'une équipe de support technique sur certains des plus gros systèmes de vidéosurveillance au monde. Donc on parle Wow. de sites comme le métro de Londres, le métro de Rio, pas trop loin de là où tu es, le métro de New York, Ouais. l'aéroport d'Heathrow, la RATP à Paris, Mhm. différents gros sites comme ça. Et quand les clients avaient un problème technique, d'abord ils avaient une équipe en local qui pouvait les aider. Si eux n'arrivaient pas à résoudre le problème, il y avait une équipe régionale. Et si cette équipe n'arrivait pas à résoudre le problème, c'est mon téléphone qui sonnait. Wow. Donc Et tu là, je vais étais le voir qui dernier dans la de... chaîne. Ou presque le Exactement. dernier. Oui, oui. Et après, Mhm. je faisais l'interface avec les équipes de recherche et Mhm. développement pour pouvoir résoudre, voilà. Donc, vraiment le dernier dans la chaîne. Et, et le problème, c'est que c'était tous des systèmes qui étaient complètement fermés. Parce que des systèmes de vidéosurveillance, t'as pas envie de laisser n'importe Mhm. C'est qui pas pouvoir en y ligne, quoi. accéder. Tu peux pas C'était y pas en accéder de ligne. n'importe où, faut être sur place. Exactement. Et Ok. donc, en gros, quand mon téléphone sonnait, je devais voir voilà, qui de moi ou de mon équipe se déplaçait. Et en fonction des besoins. Et puis, donc, en moyenne, je changeais de continent à peu près toutes les 2 à 3 semaines. C'est impressionnant. Donc, Quel rythme. donc c'était assez, ouais, c'était assez chouette. Voilà, quand t'as 25 ans et que t'es seul, tu te dis, voilà, c'est Ouais. un bon moyen. Enfin, j'ai pu voir des trucs, des endroits complètement délirants. Euh, j'ai une petite histoire assez marrante. Enfin, j'ai passé entre autres une semaine dans les sous-sols du Kremlin. Wow. Euh, et le truc marrant, alors c'est vrai que bon, c'était au final il y a 15 ans, parce que bon, j'ai 43 ans. Donc, il y a 15 ans, si je te disais qu'une partie de la vidéosurveillance du Kremlin et donc la sécurité du Kremlin était gérée par une compagnie américaine, C'est assez il n'y a pas délirant beaucoup de maintenant. gens qui m'auraient cru, ouais. Maintenant, il y a 2, 3 ans, ça aurait été ça aurait pu se comprendre. Maintenant, bon, avec les Ouais, problématiques maintenant qu'il y a non. actuellement, voilà. Wow. Mais voilà. Et après, enfin, j'ai eu 2, 3 autres expériences comme ça aussi une fois où je suis allé voir un client aux États-Unis. Et puis, ouais, quand tu arrives aux États-Unis, c'est un peu comme quand tu arrives au Canada. Enfin, ouais, souvent au Canada, ils sont un peu plus sympas en plus, mais c'est voilà, Hmm. t'arrives, tu donnes ton passeport, ok, qu'est-ce que vous venez faire là? Et puis, t'en as pour 3 à 5 minutes, 3 à 10 minutes de Ouais, questions ouais, sur ouais. qu'est-ce que tu J'ai eu viens faire, pourquoi tu l'expérience. es là, et puis qu'est-ce que tu viens faire. Et là, c'était une des dernières visites que j'ai fait dans le cadre de General Electric. J'ai atterri à Washington, Mhm. et puis là, j'arrive à la douane, je sors mon passeport,
Et puis là, le douanier, il prend mon passeport, il le scanne dans son système, puis je sais pas, il y a un bip bizarre au niveau de son ordinateur. Alors il regarde son ordinateur, il me regarde, il regarde mon passeport, il regarde son ordinateur, il me regarde, il prend son tampon, hop, welcome back. Aucune question. Ok. En gros, alors ce truc qui était assez marrant, c'est que je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais ce que je savais, c'est qu'à ce moment-là, euh, la, la personne, enfin disons, même s'il me demandait pourquoi je venais, je pouvais pas lui répondre. D'accord. Autre Dans que le je cadre viens de là ton pour le travail. boulot. Exactement. Par contre, les personnes que je venais voir venaient d'être prévenues comme quoi j'étais arrivé. Ah ouais, donc t'avais le statut. Là, il y avait un statut un peu spécial où au final, parce que c'est assez marrant, c'est que depuis Washington, en fait, j'ai continué, j'avais un autre vol qui m'a amené dans le Tennessee, au fin fond du Tennessee, sur un endroit qui s'appelle Oak Ridge. Je connais Et pas du Oak tout. Ridge, il y a un site qui dépend du département de l'énergie. Le département de l'énergie, en fait, si tu regardes au niveau sécurité, c'est encore plus important que le département de la défense. Parce qu'en gros, sans énergie, sans électricité, le département militaire et autres, ils font Ouais, rien. c'est la base de tout en fait. Exactement. Et donc, et là, le site de Oak Ridge s'appelle White Wolf, et c'est l'endroit où ils avaient développé le projet Manhattan, la Waouh. bombe Ah atomique. ok. Et donc, c'est eux que j'allais voir. Waouh. Ah donc Donc c'est voilà, d'où donc autant dire, le. disons, aujourd'hui je peux en parler Tu parce que peux en c'est parler devenu maintenant public. sans. Ok. Ouais, j'ai un certain nombre, disons, il y a certaines personnes qui ont posté ça sur les réseaux sociaux comme quoi j'étais allé là-bas, Donc ça y est, c'est voilà, c'est public. T'as le public. droit d'en parler. Donc Waouh. Ok. Et donc quand tu faisais tous ces déplacements, donc j'imagine c'est la société qui payait pour toi. ouais, Mais tu m'avais dit la dernière fois qu'en fait t'étais dans des sièges petits, dans des conditions de voyage qui étaient pas terribles en économie. c'est Et ça. si j'ai bien compris, c'est ça qui t'a inspiré en fait à chercher des alternatives. Donc comment est-ce tu peux nous décrire un peu le processus, comment tu as réussi à, euh, à hacker le voyage, c'est les termes que tu utilises, c'est ça, et à trouver des alternatives aux billets économiques qu'on paye tous. Est-ce que tu peux un peu nous décrire tout ça? Mhm. Là, typiquement, voilà, la problématique, voilà, je suis assez grand, je fais 1m96 ou 1m96. Et le problème, c'est que la boîte, effectivement, ne paye que les billets en éco. Mhm. Et disons, si tu voyages une fois par an ou deux fois par an, c'est pas grave. Mais si, voilà, comme moi, où je changeais de continent à peu près toutes les 2 semaines, enfin, C'est ça fatigant devient vite fatigant. Donc là, je me suis dit, ok, comment est-ce que, en bon ingénieur, je peux trouver des moyens de rendre d'optimiser. mon voyage un peu plus confortable. Et c'est là que j'ai découvert le travel hacking. Et donc, ça va être des moyens de, d'optimiser ton voyage tout en restant dans les contraintes qui vont être données. Mhm. Et un des gros points que tu as avec ça, des trucs vraiment intéressants avec ça, c'est les miles. Ouais, Où, effectivement, tu voyages un petit peu, donc je pense que tu as déjà quelques comptes de miles. j'en ai, ouais. Euh, mais le problème, c'est qu'en fonction de comment tu voyages, il y a certains programmes qui sont plus ou moins adaptés. Et puis, surtout, si tu voyages que sur des billets pas chers en éco, ça te ramène, le nombre de C'est miles qui ça, te c'est ramène, c'est pas non plus, peu avantageux. c'est pas toujours très avantageux. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, le même vol dans un programme va te ramener plus que dans un autre. Donc ça peut être intéressant d'optimiser de ce côté-là. Certains Mhm. programmes vont être plus intéressants pour rapidement avoir du statut. Et certains programmes vont aller jusqu'à te vendre des miles. Mhm. Donc en fait, tu n'as pas besoin de voler pour avoir des miles. Et, Et donc dans certains cas, ils vont te vendre des miles, donc tu vas pouvoir les acheter. La plupart du temps, c'est pas intéressant. Mais il y a des moments où c'est très intéressant parce que tu vas acheter tes miles à un tarif promotionnel. Et ensuite, tu vas utiliser ces miles, non pas sur des vols en éco, mais sur des vols, sur des billets primes chez des partenaires mhm. en business ou en Qui sont première, bradés. Et donc toi tu qui à ce cherches les moment-là failles en deviennent bradés. fait. Typiquement, là, il y a encore ce matin, j'ai booké une cliente qui part de Sydney pour Los Angeles. Donc un très long vol. Donc c'est un vol de presque 14 heures. C'est en direct Euh, ou non? c'est un vol direct. Il y a un vol 13h45 en direct. direct.
Ah ouais? Sydney-Los Angeles. Je savais pas que ça existait. Ça Ouais, paraît, on dirait que c'est d'un bout à l'autre. Ça passe au-dessus du Pacifique, j'imagine. ouais, exactement. Ça passe au-dessus du Pacifique et donc ouais, et c'est pas encore le vol le plus long du monde, hein. Ouais, il y Il a y a des 17 vols plus heures. longs que ça. Waouh. Exactement. Et même pendant la période Covid, il y a même eu un vol qui était encore plus long parce que les États-Unis étaient fermés et il y a eu un vol de rapatriement entre la Polynésie française et Mhm. Paris, direct non-stop. Waouh. C'est très très loin. La Truc Polynésie de, ouais, ouais, française, c'est en plein milieu du Pacifique, c'est ça? en plein milieu du Pacifique. Ouais, Alors normalement, depuis la Polynésie, tu fais un vol sur Los Angeles ouais. ou sur Seattle ou Vancouver, et puis ensuite tu continues sur Paris, avec Et donc ils possibilité ont de prendre que. rapatrié. Et là, il n'y avait pas d'autre choix que de faire un vol Waouh. non-stop entre Papeete et Paris. Donc Et ça, donc, c'était le truc cool. tu parlais de la cliente qui fait un vol de Los Angeles jusqu'à Sydney. Et Ouais. en fait, Donc là, prix comment tu public t'es du pris? billet, on va être enfin un peu moins de 1000 $. Ok. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait une promotion avec des miles chez Alaska. Mhm. Et eux vendent des miles à un prix promotionnel. Donc là, on était à moins de 1000 $ pour acheter 55 000 miles Mhm. qui faisaient l'aller simple en business. Waouh. Donc en fait, c'est Donc, moins cher et sur un voilà, meilleure expérience. exactement. Bah, tu Ça fais paraît, 13h45 ça paraît dans impossible. un lit. Waouh. Dans un lit avec un siège qui se transforme en lit, avec l'accès à la lounge avant, avec un bon repas aussi pendant le vol, avec ouais. Impressionnant. Ouais, moi qui ai toujours voyagé en éco, j'ai déjà essayé de chercher des aubaines comme ça, mais j'ai jamais réussi. Ça paraît impossible. Et maintenant que tu m'as parlé de ça, je vais définitivement aller voir ton site. Donc son site c'est Miles Addict. Je laisserai Ouais. un lien dans la description. Au moins les gens pourront aller voir. Et wow, ça a l'air fou. Donc en fait à tout moment les gens peuvent aller sur ton site et aller de n'importe quel endroit à l'autre. Et je sais qu'aussi tu fais des réservations avec des hôtels. C'est le même système avec des miles tout le temps. Alors pas tout le temps, pas tout le temps. Là, je vais avoir des trucs assez marrants parce que voilà, enfin, en fait, suite à tout ça, euh, enfin, suite à toutes ces problématiques où j'ai trouvé des moyens de rendre mon voyage meilleur, ben, au bout d'un moment, j'ai commencé à voir la famille, les amis qui me demandaient d'organiser leur voyage. Et puis, Mhm. au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un peu plus de personnes. Et puis un jour, enfin, autour de moi me disait, mais enfin, ouais, ok, tu t'éclates là-dedans, tu as peut-être intérêt à aller, à lancer à lancer une boîte là-dedans et aller plein temps dessus. Donc après, ben voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à démarrer. En fait, j'ai eu une opportunité parce que je voyais toujours, voilà, quand tu es entrepreneur, quand tu veux lancer une société, enfin, et surtout quand tu connais bien un domaine, ben, tu vas voir aussi les risques. Et quand Mhm. tu fais une analyse de risque, ben, tout d'un coup, je voyais, et surtout comme avec les problèmes de tout ce qui est de gestion des miles et autres, où de temps en temps, je fais des trucs qui sont très dans une zone grise, qui fait que D'accord. certaines compagnies aériennes peuvent ne pas trop apprécier la blague. Euh, et ben, on peut arriver dans des points où un des risques, c'est qu'il me coupe complètement Il la te branche sur blacklist laquelle je suis ou non? dessus et il peut me blacklister ou autre. Ouais. Enfin, voilà. Mais alors, après, au fur et à mesure, j'ai trouvé des moyens pour rester complètement dans les contraintes et qu'il n'y a pas avoir de risque. Mais voilà, mais certaines compagnies peuvent ne Peuvent ne pas trop pas aimer. Mais apprécier. d'un autre côté, enfin, faut pas se leurrer, ils font de la marge quand même, hein, Ouais, ouais, parce que les vols, ça fluctue énormément. En fait, quand Mhm. on regarde, c'est quoi, le maximum, c'est quelques mois en avance, 4 5 mois en avance. Les prix sont toujours très bas. Et en fait, c'est exponentiel, non? Ça dépend. Non, Ça pas du tout. dépend? Ok. Pas du tout. Alors, ça l'était il y a plusieurs années. Maintenant, c'est très, Ça ça fluctue fluctue tout beaucoup. le temps. Ça fluctue tout le temps. Ou un billet qui a un certain prix maintenant peut-être être moins cher demain, et puis de nouveau plus cher le surlendemain. Ok. Et Donc ça, c'est vraiment.
Est-ce que tu as des conseils à donner à l'audience pour ceux qui veulent voyager? Est-ce qu'il y a des choses à éviter en termes pour réserver un vol ou des hôtels? Est-ce qu'il y a des directives ou faut vraiment faire du cas par cas? Alors, c'est beaucoup de cas par cas. Il va y avoir des, des questions de positionnement. Donc là, Mhm. je te donne un exemple. Euh, un billet depuis Genève pour Dubaï, par exemple, va coûter plus cher qu'un billet depuis Lyon pour Dubaï. Mhm. Alors, Alors c'est à côté. alors depuis ici, ben voilà, c'est 2 heures de route. Ça m'est arrivé plus d'une fois de prendre la voiture, de la laisser au parking à Lyon et de voler depuis Lyon. Mhm. Donc ça, c'est déjà une question de, ok, je me positionne ailleurs. Ou alors, après, il y a ce que j'appelle les 4 C, donc qui sont Le Caire en Égypte, Casablanca au Maroc, D'accord. Cape Town en Afrique du Sud et Colombo au Sri Lanka, qui sont, d'un point de vue historique, les villes depuis lesquelles les billets sont habituellement les moins chers. D'accord. Alors, après, ça fluctue aussi. Mais Donc, enfin, sur ces destinations, enfin, si tu arrives à prendre un billet d'avion pour le Caire et ensuite à partir du Caire, tu peux trouver des billets qui sont vraiment moins chers. J'ai un client qui, il y a quelques temps, était parti au Japon. mhm. Il est basé à Zurich. Et je lui ai dit, ben, ok, ton vol Zurich-Tokyo aller-retour, il va te coûter, je sais plus, en business, on était à presque $10 000, un truc comme C'est ça. super Enfin, cher. voilà, très très cher. Mais je lui ai dit, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux partir un week-end, on prend un billet d'avion, enfin, un aller pour le Caire, tu vas te faire un week-end au Caire et ensuite tu rentres chez toi à Zurich. Et 2 mois plus tard, tu continues sur le même billet qui est un billet Le Caire-Zurich, 2 mois d'attente à Zurich, Zurich-Tokyo, Mhm. et retour avec aussi du temps d'attente à Zurich au retour. Tu continues sur ton billet, tu pars à Tokyo, ensuite tu reviens, et puis après, ben, 2 mois plus tard, après ton séjour à Tokyo, ben, tu peux repartir un week-end au Caire, et là tu rentreras avec ton billet avec lequel tu étais parti, qui était juste l'original, le Zurich, Zurich Le Caire retour. Ok. Et là, tout compris, avec les billets en business et les 2 vols au Caire et l'hôtel au Caire, Mhm. on était à moins de 2500 euros. C'est impressionnant. Ah ouais, donc c'est vraiment du hacking et en fait waouh, c'est rien. Moi, je vais définitivement essayer tes techniques et Mhm. j'encourage aussi l'audience à aller chercher un petit peu. J'adore la mentalité de ne pas s'arrêter à ce qu'on nous présente en premier et aller chercher derrière qu'est-ce qu'il y a et des alternatives et pas juste euh, trouver des solutions en passant par la porte de derrière en anglais on dit, mais Mhm. en cherchant des solutions comment je dirais ça en français, en questionnant un peu ce qu'on nous donne. Honnêtement, Ouais. c'est vraiment une mentalité que j'adore et c'est vrai que quand les gens pensent au voyage, ils pensent à vraiment quelque chose de très cher et d'inaccessible en fait. Mhm. Et voir des gens qui essayent de changer un peu ça, c'est vraiment inspirant. Donc bravo à toi. Ouais. Et j'aimerais aussi maintenant un peu faire passer la conversation à toi, tes expériences de voyage. Est-ce Mhm. que tu peux nous décrire un endroit qui t'a le plus marqué? Et je mettrais aussi peut-être un peu l'accent sur la culture à cet endroit. Est-ce que tu as une destination à laquelle tu retournes souvent parce que justement tu apprécies un endroit où tu as été un peu impressionné ou choqué par des différences culturelles? Choqué par les différences culturelles. Ah, c'est intéressant ça la question. Alors, la question, est-ce qu'il y a un endroit qui m'a plus touché qu'un autre? Oui, clairement, l'Islande, D'accord. pour plein de raisons. Mais enfin, c'est marrant parce que j'avais 7 ans, je crois, la première fois où Mhm. un soir, je suis allé voir mes parents, et j'aimerais aller à Reykjavik. Là, c'était, je sais pas, c'était 10 heures du soir, un truc comme ça. Ils m'ont dit, non, mais c'est bon, ok, va te recoucher. Enfin, je sais pas, on sait pas d'où ça vient. Puis, voilà. Ouais. Et ça m'est resté. Et puis, quand j'avais 21 ans, euh, ma grand-mère a proposé à ma sœur et à moi qu'on fasse un voyage avec elle pour ses 80 ans. Mhm. Et puis, l'idée de l'Islande est revenue. Et on est parti, c'était quoi, 2 semaines à peu près, à faire un tour de l'île. Wow. Et, euh, et ça a été vraiment, ouais,
tombé complètement amoureux de ce pays, Mhm. au point où 2 mois plus tard, j'y étais de nouveau. Waouh. Ah, j'adore cette histoire. Et depuis, j'y suis retourné à peu près, enfin voilà, j'ai retourné à peu près en tout cas une fois par an, si ce n'est pas plus. À la fin de mes études, j'ai même eu l'occasion de pouvoir, en fait, je pouvais faire mon travail de diplôme à peu près n'importe où dans le monde. Et j'ai eu l'occasion de partir presque un an vivre en Islande. Mhm. C'était une super expérience et c'était surtout avant que ça arrive vraiment, enfin que l'Islande arrive sur Dans le classement des meilleures destinations. dans le classement des Ouais. meilleures destinations et puis où là où tout d'un coup tu te retrouves à un pays dans lequel tu as 300 000 habitants et qui arrive sur lequel tu as presque 2 millions de visiteurs qui passent par année maintenant. C'est énorme. Donc quand tu Pour une île comme regardes, ça. ouais. D'accord. Et ton expérience en Islande, est-ce que c'est la, ce que je connais de l'Islande, c'est la nature. J'y suis jamais allé, mais je Mhm. sais que la nature là-bas, c'est assez impressionnant. C'est des choses qu'on voit pas souvent en fait, les éruptions, les geysers, Mhm. tout ce qui est montagne, volcans inactifs, tout ça. Ou il y en Ouais. a peut-être encore en activité, je sais pas. Ben, Est-ce que il y a une éruption qui vient de terminer là juste il y a ah quelques ouais, donc jours. c'est encore actif. Ouais. Est-ce que c'est cet aspect-là de l'Islande qui t'a marqué ou est-ce que tu as eu l'occasion d'être un peu immergé dans la culture islandaise? Est-ce que tu as eu une expérience avec ça aussi? Alors les deux. Alors c'est clair que ce que j'ai adoré, c'est que voilà, t'es à Reykjavik, qui est une capitale européenne. Ok, c'est un petit pays que 300 000 habitants, mais ça reste une capitale européenne où tu peux trouver à peu près tout ce que tu pourrais trouver dans une Mhm. capitale européenne, avec des super restos, avec des bars, des clubs, enfin voilà, de quoi vraiment en profiter, avec voilà, même du shopping, enfin, pas mal de choses. Et ensuite, tu prends ta voiture, tu roules pendant allez, 15 minutes et tu es Mhm. au milieu de nulle part. Ça veut dire que tu regardes Ça fait autour de rêver. toi et la seule chose que tu vois qui est faite par la main de l'homme, bah, c'est ta bagnole et la route sur laquelle tu es. Mhm. Un peu de choses près. Et c'est ça qui est génial. Et c'est un pays, tu fais le tour en 1880 km à peu près. Donc c'est pas D'accord. énorme. C'est à peu près un tiers de la France. Mhm. Mais ce qui est génial, c'est que tu vas avoir un concentré de nature hallucinante. À un moment, tu es sur une plage de sable noir volcanique. Tu roules un peu plus, tu es au pied du plus grand glacier d'Europe. Un peu plus loin, tu vas avoir des volcans qui rentrent en éruption à intervalles réguliers. Tu vas avoir un lagon glaciaire avec des Wow. icebergs dedans. Tu vas avoir Il y a des réserves d'eau chaude aussi. tu parlais des Tu peux te geysers, baigner dans de d'arrivée l'eau. d'eau chaude et autres. Voilà, c'est ça qui est génial. Et vraiment, on a un concentré. Et, et, et c'est vraiment la nature à l'état brut. Parce que tu es au Mhm. milieu de l'Atlantique avec du vent qui part dans tous les sens. Ça m'est arrivé dans la même journée d'avoir une tempête de neige, Mhm. d'avoir un grand ciel bleu sans aucun nuage et d'avoir de la pluie qui tombait avec tellement de vent que c'était Ça doit presque à faire l'horizontale. bizarre. Ça doit Et faire dans très cet ordre-là, bizarre. surtout. Ouais. Ça doit faire très bizarre. Et C'est donc c'est ça la destination qui t'a le c'est ta destination préférée. Si là tu dois retourner à un endroit, c'est là que tu vas. là, c'est vrai que voilà, comme j'y ai vécu, maintenant j'ai des amis, j'y retourne aussi régulièrement. Là, j'y suis aussi allé avec les enfants Mhm. il y a 2 ans pour leur faire découvrir le pays. Et puis voilà, enfin, c'était D'accord. vraiment, vraiment chouette. Donc ouais, c'est vraiment une destination où, Ouais. où j'ai une connexion particulière. Mais après, il y a de tous les endroits où je suis allé dans le monde, de tous les pays que j'ai visités, euh, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un seul qui était vraiment où je remettrais plus les pieds. D'accord. Enfin, il y en a un où j'ai eu une très mauvaise expérience. J'étais allé pour le Si tu te sens de travail. partager avec nous, tu peux, mais Euh, c'est pas obligé. c'est- Pas obligé. non, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que, ouais, enfin, l'expérience que j'ai eue sur place était très mauvaise, Mhm. où je me suis senti pris en otage.
Ah oui. que j'y étais pour le travail et puis c'était dans un endroit sécurisé où en gros, sur place, ils avaient besoin de mon passeport. En gros, je suis arrivé puis ils avaient besoin de mon passeport pour pouvoir me donner les accès où je devais aller. Mhm. Et puis ben voilà, donc j'ai dû leur donner mon passeport et puis tu te retrouves sans rien. Ouais, tu peux plus partir Et en là, fait si tu t'as te pas ton dis, passeport. voilà. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, les personnes avec qui j'étais me disaient, pas vraiment en rigolant, que c'était eux qui décidaient quand je partais. Oh, ça doit faire peur. Et j'avais pas le droit, j'avais pas l'autorisation de quitter l'hôtel sans une escorte armée, Wow. officiellement pour ma propre protection. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Et je discutais avec un ami il y a quelques temps de ça. Enfin, je pense que tu connais Drew Binsky. Chubinski, non, je Drew connais pas. Binsky, c'est un YouTuber qui a visité tous les pays au monde. Oui, je vois. Ça y est. Est-ce qu'il est roux? Oui, Oui, c'est exactement. lui. Ok, oui, oui, j'ai déjà vu certaines de Et ses vidéos. on discutait l'autre jour par rapport à certaines destinations où on était allé. Et puis voilà, lui me disait que enfin, il y a une destination où il était allé où ça s'était très mal passé. Il s'est dit, mais tiens, je vais donner une deuxième chance à cet endroit. Il y est retourné et l'expérience qu'il a eue était complètement différente. Et D'accord. c'est clair que c'est aussi pour ça que je t'ai dit, enfin, si tu m'avais posé la question il y a encore voilà, 6, 7 ans, 10 ans, je t'aurais dit, ouais, ce pays, j'y remettrai plus les pieds. Mhm. Est-ce que tu te sens de Mais partager quel pays c'est ou tu préfères ne pas dire? C'est comme tu veux. je peux le dire, c'est l'Algérie. D'accord. Ah, Mais en étonnant. fait, et j'ai des très bons amis algériens, mais j'étais vraiment, enfin, suite à cette expérience, j'étais vraiment, non, l'Algérie, j'y mettrai plus les pieds. Ok. Mais en fait, c'est pas la, enfin voilà, il y a d'autres moyens de voir les choses et j'ai aussi évolué un peu dans ma façon de Mhm. voir les choses, me dire, ok, non, l'expérience que j'ai eue était due à certaines circonstances, mais Mhm. ça ne veut pas dire que Ça le représente pas le pays est comme pays. ça. Ni Et les ça ne gens représente pas le qui pays. vivent là-bas. Exactement. Ok. Et donc voilà, donc clairement, l'Algérie est un endroit où je retournerai, voilà, je vais trouver un moyen d'organiser ça Pour, euh, pour, pour un peu. Ah, il y a une phrase en pour anglais que contrer le sort, j'utilise souvent. exactement. C'est Mhm, challenge your assumptions. C'est exactement. en français, comment on dirait ça? Défier ses idées reçues. Ce serait un peu Exactement. l'idée. Et ça, je trouve ça très noble de faire ça. Très, Mhm, ça demande beaucoup de remise en question. Donc, voilà, même si tu as eu une expérience qu'on peut dire traumatisante, de mhm. pas associer le pays à ton expérience, c'est Ouais. assez noble et respectable. Alors tu disais traumatisant, c'est allé au point que je suis rentré de ce voyage, j'ai appelé mon chef, je lui ai dit je démissionne. Ah oui, carrément. Et tu l'as vraiment fait, c'était ça qui Ouais. a déclenché. Et Alors, c'est après que, ça faisait un moment que je réfléchissais et puis que je regardais, voilà, j'avais l'impression d'être arrivé au bout de ce que j'avais à faire dans cette boîte. Puis là, là, je suis rentré, je lui ai dit non, là, ça a été vraiment la goutte d'eau. Enfin, je lui ai dit Mhm, déjà, s'il y a quelqu'un d'autre de l'équipe qui doit partir là-bas, ça sera clairement pas, enfin, voilà les conditions qu'on va mettre mhm. et clairement pas dans les conditions dans lesquelles j'étais. Et en plus de ça, là, enfin voilà, là, Wow. ça a été la goutte d'eau. Rien contre vous, rien La contre goutte d'eau là, qui mais a, il y a eu différentes choses qui font que, voilà. juste pour les Ça- auditeurs, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a Mhm, une expression qui est similaire en anglais, je me rappelle plus exactement ce que c'est, mais ça veut dire le petit événement qui fait déclencher la décision, bah, dans son cas à lui, qui fait qu'il a démissionné, donc qu'il a arrêté son travail. ouais. C'est ça, juste pour clarifier un petit peu. Ouais, donc Souvent. t'as bien fait. C'est vrai que mais C'est comme ça c'est qu'on marrant parce que l'utilise souvent, mais c'est l'expression entière comme ça. ouais. Mm. C'est vrai on a certaines expressions qui viennent, qu'on utilise, et c'est Mhm. vrai que dans le langage parlé, en fait, on s'en rend presque plus Ouais, compte. ouais, on en a pas mal en français. Mhm, Moi, je sais que on m'a toujours dit quand j'étais petit, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais j'ai mhm. jamais compris ce que c'était, parce que pour moi, je savais pas ce que c'était une charrue. En fait, une charrue en anglais, ce serait
trailer, mais spécifiquement pour l'agriculture et qu'on attache au bœuf. Le bœuf, c'est comme une vache, enfin c'est le mâle de la vache. Et en fait, c'est juste pour dire qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Mais moi, on m'avait toujours dit cette expression quand j'étais petit et je comprenais pas ce que c'était. C'était une qui m'a marqué. Donc c'est pour ça que j'essaye d'expliciter un peu toutes les expressions qu'on utilise dans le podcast. Ouais. Wow, merci beaucoup. Il y en a une autre jolie aussi, qui est dans les expressions très imagées, c'est il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Ah, je la connais pas celle-là. C'est-à-dire que, c'est que si tu es en train de chasser et que tu as une proie devant toi, donc tu as un animal qui est en train de le suivre, puis tout d'un coup tu vois une ombre à côté. Tu te dis, mais il y a peut-être quelque chose de mieux. Non, mais tu lâches. Et ça, c'est typiquement l'exemple où qui peut être utilisé dans le cadre d'une démission, de dire, ok, est-ce que je vais lâcher le job dans lequel je suis, le travail dans lequel je suis, sans avoir quelque chose derrière, ou j'attends d'avoir quelque chose derrière, ou d'avoir... Je vois. Donc en fait, prends ce que tu as déjà, c'est pas parce que tu penses qu'il y a mieux que c'est forcément vrai, parce que l'ombre, au final, ça vaut rien. Potentiellement, voilà, exactement. Ok. Faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Écoute, je connaissais pas... Après, c'est normal, il y a plein d'expressions que je connais pas, et j'en apprends tous les jours. Merci pour toutes ces récits, toutes ces histoires. C'est super intéressant de t'entendre parler, d'avoir quelqu'un de plus expérimenté en termes de voyage sur le podcast. C'est vraiment cool. En plus, tu nous as vraiment apporté beaucoup d'aspects de la culture suisse. Et j'aimerais juste dire à nos auditeurs, s'ils se demandent quel est l'accent suisse, en fait, j'ai du mal à entendre un accent en particulier. Peut-être que toi, tu entends mon accent. Peut-être que tu peux faire la différence, mais moi, en tant que Français, quand j'entends un Suisse, je sais que vous parlez juste un peu moins vite que nous, mais après, c'est à peu près la même chose. Ouais, mais alors, et encore, ça dépend, et ça va être très régional. C'est-à-dire qu'à Genève, on est juste à côté de la frontière française. C'est encore plus d'influence. Moi, je regarde, je suis plus là où j'habite, je suis plus proche de la France que du centre de Genève. Donc, on est vraiment entouré sur la frontière par la France. Donc, et puis, il y a une grande partie des personnes qui travaillent à Genève qui habitent en France et qui sont françaises. Donc, il y a aussi cette interaction vraiment quotidienne. Ensuite, si tu vas dans d'autres cantons, tu vas un peu plus loin, l'accent change un peu. Donc, l'accent de quelqu'un qui est dans le Valais, et là, on parle uniquement de la partie francophone. Mais l'accent de quelqu'un qui est dans le Valais versus quelqu'un qui est dans le canton de Vaud va être légèrement différent. Mais, et c'est vrai que peut-être que là, tu arriveras à l'entendre peut-être un peu plus. Ouais, quand c'est plus régional, c'est sûr. C'est sûr qu'il doit y avoir plus de... Mais après, si tu regardes, en France, tu as aussi un certain nombre d'accents. Tu vas en Alsace, c'est différent. Tu as un accent qui quand même est un peu différent, qui va ressembler à certains accents que tu vas entendre justement vers le Jura, vers la région de Bâle, du Jura, donc qui est justement proche de l'Alsace, mais côté suisse. Donc là, il y a pas mal de... Ça va être... c'est vrai que les accents en Suisse vont être très, très régionaux. C'est vrai que moi aussi, je travaille aussi de manière quotidienne avec des personnes qui vont être en France, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde. Donc c'est vrai que Après, personne ne représente entièrement un accent, une région, un pays ou même une ville. Mais je parlais de l'expérience des quelques Suisses que j'avais entendus. Il n'y a pas de... C'est pas comme le Québec ou la Belgique même. C'est plus... j'ai l'impression qu'il y a plus de mélange. Mais merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur ça. Donc merci pour toutes ces histoires, c'est super intéressant. J'en ai encore plein, si tu veux, des rigolotes. Je te réinviterai avec plaisir. Là, je vais devoir arrêter le podcast parce que tu m'as dit que tu avais des choses à faire après. Je veux pas que ça... Je sais qu'il y a plein d'histoires, on a encore plein de sujets, on aura encore plein de sujets à discuter.
Mais voilà, puis... On peut tirer encore 10 minutes si tu veux ou arrêter là, comme tu veux. Non, je pense qu'on peut arrêter là parce que en fait, nos auditeurs, c'est fait pour des gens qui apprennent le français et ils ont une certaine, on va dire, endurance. Et Oui. Écouter du français pendant très longtemps, ça devient très compliqué, surtout que nous, on parle entre natifs. Et on fait pas enfin c'est dur de faire un effort et de parler de manière très claire et utiliser des mots faciles. Donc c'est pour ça que je préfère essayer de garder le format un peu court. Merci beaucoup d'avoir merci à toi. Merci été pour l'invitation. ici. Je suis très content de t'avoir eu. Si tu as un message à laisser aux auditeurs, n'hésite pas. Si tu as quelque chose que tu veux dire, je te laisse 30 secondes, une minute, si tu veux leur dire quelque chose. Ah bah s'ils veulent aller regarder effectivement sur milesaddict.com. Alors, le contenu est principalement en anglais pour le moment. Je suis en train de retravailler. J'ai eu quelques demandes pour qu'il y ait un peu plus d'informations en français. Donc, je suis en train de voir comment ça peut se mettre en place. Mais voilà. Puis après, sinon, sur le site, il y a aussi un système de booking, de réservation, pour pouvoir chercher des options de billets d'avion. Puis après, on avait parlé aussi, c'est vrai qu'on avait parlé de l'histoire de l'hôtel où on est parti sur autre chose. Donc, ça sera pour un autre podcast avec plein de chouettes surprises et d'histoires d'inconfort. Ouais, je serais très curieux d'en apprendre plus la prochaine fois. Merci beaucoup. J'ai une petite tradition pour terminer le podcast. En fait, c'est ma phrase avec laquelle je termine mes vidéos aussi, c'est à bientôt. J'aime bien finir sur ça, donc voilà. Merci tout le monde de nous avoir regardés. N'hésitez pas aussi, les auditeurs, si vous avez une question que vous voulez que je pose à un prochain invité ou une prochaine invitée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires YouTube ou à me le dire personnellement quelle question vous aimeriez que je pose. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. À bientôt.